Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo sur l'autorité de la chose jugée. Dans cette vidéo, on va donc faire un tour complet de cette notion d'autorité de la chose jugée, puisque dans un premier temps, on donnera une définition de l'autorité de la chose jugée. Ensuite, on verra que tous les jugements n'ont pas autorité de la chose jugée, et on verra donc quels sont les jugements qui ont autorité de la chose jugée. On s'intéressera également à l'étendue de l'autorité de la chose jugée. On verra aussi quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée. Et puis enfin, on parlera des effets de l'autorité de la chose jugée. Mais juste avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour télécharger mon pack de fiches en procédure civile, qui est un pack de 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. C'est donc un pack qui va vous aider à mieux comprendre la matière et qui vous permettra de réviser efficacement la procédure civile. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut donc commencer la vidéo. C'est parti. Alors, l'autorité de la chose jugée désigne l'autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi. Donc concrètement, l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance, sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi. Que sont les voies de recours prévues par la loi? Ça va être, par exemple, l'appel. Mais donc, il faut bien comprendre que, en dehors des voies de recours prévues par la loi, telles que l'appel, il n'est pas possible de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance. C'est ça, l'autorité de la chose jugée. Et puis également, très important, il faut comprendre que l'autorité de la chose jugée se distingue de la force de chose jugée. Ce sont deux notions qui ne sont pas identiques. Puisqu'en effet, le jugement qui a force de chose jugée, c'est celui qui n'est pas ou plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. Les voies de recours ordinaires étant l'opposition et l'appel. En revanche, l'autorité de la chose jugée s'attache automatiquement au jugement dès le moment où il a été rendu. Et ce, indépendamment de la possibilité d'exercer des recours. Donc, on a la force de chose jugée qui intervient lorsque le jugement n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, et on a l'autorité de la chose jugée qui intervient automatiquement dès le moment où le jugement est rendu. Et donc, un jugement est doté de l'autorité de la chose jugée, mais n'est pas encore passé en force de chose jugée tant qu'il peut faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. Et une fois les délais de recours expirés, il acquiert force de chose jugée. Mais donc retenez bien que autorité de chose jugée et force de chose jugée, ce sont bien deux notions distinctes. Maintenant, en ce qui concerne les jugements ayant autorité de la chose jugée. On va maintenant voir quels sont les jugements qui ont autorité de la chose jugée. D'abord, les jugements définitifs ont autorité de la chose jugée. Qu'est-ce qu'on entend par jugement définitif? On entend les jugements qui statuent sur le fond, ou bien qui tranchent un incident, comme une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Et donc, ces jugements ont tout simplement autorité de la chose jugée. En revanche, les jugements provisoires, eux, n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Que sont les jugements provisoires? Ce sont d'abord les jugements qui ne statuent pas sur le fond, contrairement au jugement définitif. Ce sont d'abord les jugements qui ne statuent pas sur le fond, mais sur un chef urgent de la demande. Donc ici, concrètement, on parle des ordonnances de référé et sur requête. Et puis également, les jugements provisoires,
ça va être les jugements qui interviennent au cours du procès pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d'instruction. Et on appelle ces jugements les jugements avant dire droit. Et donc, ces jugements provisoires, donc jugements qui ne statuent pas sur le fond mais sur un chef urgent de la demande, ou bien jugements qui interviennent au cours du procès pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d'instruction, ce qui inclut donc au total les ordonnances de référé, les ordonnances sur requête et ce qu'on appelle les jugements avant dire droit. Ces jugements provisoires n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, contrairement aux jugements définitifs. Également, on a les jugements mixtes. Qu'est-ce que c'est les jugements mixtes? Ce sont les jugements qui tranchent une partie du principal et également qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Donc comprenez bien que les jugements mixtes, à la fois ils tranchent une partie du principal et en même temps ils ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Et ces jugements mixtes, ils ont autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'ils tranchent. Ils ont autorité de la chose jugée relativement à la partie du principal qu'ils tranchent, tout simplement. Et puis enfin, il faut dire un mot des jugements partiels. Que sont les jugements partiels? Ce sont les jugements qui tranchent les seules prétentions ayant fait l'objet d'une césure du procès. Et de même que les jugements mixtes, ces jugements partiels ont autorité de la chose jugée relativement aux prétentions qu'ils tranchent. Alors ici, il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que la césure du procès. La césure du procès, c'est un mécanisme qui a été créé par le décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire. Donc, concrètement, avec ce mécanisme de césure du procès, devant le tribunal judiciaire, les parties peuvent identifier au sein de leur litige une ou plusieurs prétentions pour lesquelles elles sollicitent un jugement partiel, c'est-à-dire un jugement qui ne tranchera que ces prétentions. Et une fois le jugement partiel rendu, les parties peuvent en tirer les conséquences sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice. Mais donc, avec la césure du procès, on a les parties qui identifient certaines prétentions au sein de leur litige et qui demandent au juge de trancher uniquement ces prétentions. Et donc, on va avoir un jugement partiel qui sera rendu, un jugement uniquement sur ces prétentions. Et ce type de jugement, ces jugements partiels, ont autorité de la chose jugée uniquement relativement aux prétentions qu'ils tranchent. Voilà donc pour les jugements ayant autorité de la chose jugée. On peut maintenant passer à l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Et la question qui se pose ici, c'est celle de savoir si l'autorité de la chose jugée concerne seulement le dispositif d'un jugement, c'est-à-dire ce qui a été réellement et expressément jugé, ou si elle peut également s'étendre au motif de ce jugement, c'est-à-dire à la justification en fait et en droit. Et pendant longtemps, la jurisprudence n'a pas été unanime sur cette question, avec certains arrêts qui ne conféraient l'autorité de la chose jugée qu'au dispositif, tandis que d'autres reconnaissaient également l'autorité de la chose jugée au motif décisoire, c'est-à-dire au motif qui, par une erreur de rédaction, tranchait le fond du droit. Mais aujourd'hui, ce débat n'existe plus, puisque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation y a mis fin en énonçant dans un arrêt du 13 mars 2009 que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif. Et dans cet arrêt, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a donc clairement énoncé que seul le dispositif du jugement a l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Maintenant, quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée? Ici, il faut citer l'article 1355 du Code civil, qui dispose que l'autorité de la chose jugée
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Donc en lisant cet article 1355 du Code civil, on comprend que la mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée est subordonnée à une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Et on dit qu'il doit y avoir triple identité de partie, d'objet et de cause. Puisqu'effectivement, première identité, l'article 1355 du Code civil nous dit qu'il faut que la chose demandée soit la même. D'accord? La chose demandée doit être la même, et ça, c'est l'identité d'objet. Ensuite, deuxième identité, la demande doit être fondée sur la même cause. Donc ici, il faut expliquer un petit peu. La demande doit être fondée sur la même cause, ça signifie que la demande doit être fondée sur les mêmes éléments de fait. Pour qu'il y ait identité de cause, il faut que la demande soit fondée sur les mêmes éléments de fait. Et donc, si la demande n'est pas fondée sur les mêmes éléments de fait, si un fait nouveau est intervenu, ça constituera un changement de cause et ça fera obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure. Et puis, troisième identité, la demande doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Et donc ça, bien évidemment, c'est l'identité de partie. Voilà donc pour les conditions de mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée. Retenez bien, c'est très important, triple identité de partie, d'objet et de cause. Et donc, on passe maintenant aux effets de l'autorité de la chose jugée. Et donc, il faut bien comprendre que lorsque l'une des parties au jugement entend le remettre en cause en formant devant un juge une demande identique, avec la fameuse triple identité dont on a parlé précédemment, mais donc lorsque l'une des parties au jugement entend le remettre en cause en formant devant un juge une demande identique, en dehors des voies de recours prévues par la loi, eh bien son adversaire peut s'opposer à cette seconde demande en invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Et puis également, oui, l'adversaire peut invoquer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, mais également, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Et attention, il s'agit d'une possibilité qui est offerte au juge, celui-ci n'en a absolument pas l'obligation. Et puis enfin, en ce qui concerne les effets de l'autorité de la chose jugée, il faut bien comprendre que l'autorité de la chose jugée ne confère pas en elle-même force exécutoire au jugement. C'est au contraire la force de chose jugée qui, une fois les délais de recours expirés, rend le jugement exécutoire, à moins que ce dernier ne bénéficie de l'exécution provisoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'autorité de la chose jugée. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo.